Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité. Visite d'État en France du président Alpha Condé, une première pour un chef d'État guinéen. Depuis 35 ans, les deux pays entendent impulser une nouvelle dynamique dans leurs échanges économiques. Puis Abdallah Boureima, porté à la tête de la commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'ancien ministre nigérien des Finances, succède ainsi à l'ancien Premier ministre sénégalais, Cheikh Hadjibou Soumaré, qui occupait le poste depuis 2001. Comment renforcer l'accès à l'eau potable? La question se pose notamment au Sénégal, dans la région de Dakar, où près d'1 million de personnes souffrent d'un service intermittent. Le président Alpha Condé est en visite officielle en France. Les échanges se succèdent entre le président guinéen et son homologue français François Hollande, ainsi que certains membres de son gouvernement, et plusieurs accords axés sur l'économie et l'environnement sont attendus. Corinne Comdem. Le président guinéen Alpha Condé en visite d'État en France pour la première fois. Arrivé ce lundi 10 avril, le président guinéen a été reçu à l'Élysée par son homologue français François Hollande ce mardi 11 avril. Un inédit puisque 35 ans après, le président Sékou Touré, un chef d'État guinéen, a de nouveau foulé le parvis de l'Élysée à Paris. Notons que cette visite d'État intervient 24 heures après qu'il ait réitéré à Conakry son discours d'Abidjan appelant les pays d'Afrique francophone à couper le cordon ombilical avec la France. La Guinée a repris sa marche en avant, bien sûr, avec beaucoup de difficultés. Nous devons encore signer notre accord avec le Fonds monétaire. Nous comptons sur l'appui de la France afin que nous ayons un accord qui puisse permettre quand même à la Guinée d'avoir accès à des crédits non concessionnels qui peuvent nous permettre de nous développer. Et au niveau de l'Union africaine, nous sommes à une phase extrêmement importante. L'Union africaine ne s'autofinançait pas, c'était souvent l'Europe. Or, nous avons décidé à partir de Kigali de consacrer 0,2% de nos importations au financement pour être autonomes, mais surtout que les problèmes africains soient désormais résolus par les Africains. Aujourd'hui, nous sommes déterminés. Nous ne voulons plus que nous voulons coopérer avec les autres pays, mais en tant que pays majeur, c'est-à-dire coopération d'État à État et avec intérêt réciproque. Au cours de l'entretien entre les deux chefs d'État, d'importants accords de partenariat, notamment sur le plan énergétique et infrastructurel, ont été signés entre les deux pays. Un partenariat gagnant-gagnant avec la France, sur lequel le chef de l'État guinéen Alpha Condé et son homologue François Hollande ont tenu à mettre l'accent. La France, vis-à-vis de l'Afrique, elle n'intervient pas comme une puissance tutélaire. Ce temps-là est terminé. La France, elle est en soutien de l'Afrique parce qu'elle pense que ce continent a un grand potentiel et que ce qui se passe en Afrique a des conséquences en Europe. Donc notre intérêt commun, la France, l'Europe, l'Afrique, c'est d'agir pour le développement, pour la paix et pour la sécurité. Et c'est pourquoi il était si important que le président de l'Union africaine vienne ici. C'est la dernière visite d'État que j'organise. Et je souhaitais que ce soit à la fois pour Alpha Condé, pour la Guinée et pour l'Union africaine. Le président Alpha Condé sera en visite à Paris jusqu'à ce mercredi 12 avril. Il est prévu qu'il se rende à l'Institut du monde arabe pour un événement organisé par l'Agence française de développement. Il y tiendra un discours sur le thème « Toute Afrique, les enjeux d'une approche continentale ». Alors, outre le renforcement des relations bilatérales avec la France, le président guinéen doit également discuter avec le président français au nom de plusieurs présidents africains de l'incarcération de l'ancien chef d'État ivoirien Laurent Gbagbo, incarcéré depuis novembre 2011 à la Cour pénale internationale. Et pour en parler un peu plus longuement sur ce plateau, Stéphane Kipré, président du parti politique ivoirien UNG, l'Union des Nouvelles Générations, un proche de l'ancien chef de l'État Laurent Gbagbo. Alors, ce 11 avril marque le 6e anniversaire de la destitution de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Un triste anniversaire, bien sûr, pour ses partisans. Quel bilan faites-vous de la vie politique de l'ancien chef de l'État Laurent Gbagbo? Je pense que ce 11 avril, après 6 ans maintenant, on continue de voir que le président Laurent Gbagbo est un vecteur indispensable à la réconciliation en Côte d'Ivoire. Il continue de marquer l'esprit des Ivoiriens et il a sa part à jouer pour la réconciliation de notre pays. Mais plus précisément, quel est l'héritage aujourd'hui du président ivoirien? L'héritage, Laurent Gbagbo a laissé un héritage d'amour aux Ivoiriens. Il marque l'esprit des Ivoiriens. Voilà pourquoi on dit que depuis 6 ans, on pensait qu'après le 11 avril, les Ivoiriens allaient tourner la page de Laurent Gbagbo. Mais on continue de constater que tous les jours, il est dans le sujet en Côte d'Ivoire
Et les Ivoiriens sont attachés à son idéologie. Il a laissé la démocratie et cette démocratie est morte depuis son arrestation le 11 avril. Donc c'est encore un personnage central dans la vie politique ivoirienne, si je comprends bien. Et bien sûr, donc, vous avez peut-être déjà pu suivre les différents témoins qui se sont succédés à la barre à la Cour pénale internationale. Quel regard portez-vous justement sur ces interventions? Est-ce qu'elles sont favorables à l'ancien président? Le procès à la Cour pénale internationale nous confirme que le plan commun qui était supposé être mis en place, qui a justifié l'arrestation du président Laurent Gbagbo, n'existe pas. On comprend que le président Laurent Gbagbo est un l'otage politique. Et il est temps, après 6 ans, après 32 personnes qui se sont succédées à la barre, on comprend que la vérité est de son camp et il a un rôle important à jouer pour la Côte d'Ivoire, pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Donc selon vous, les interventions jouent pour le moment à la faveur de l'ancien président? Les interventions jouent à la faveur du président Laurent Gbagbo, mais surtout, nous constatons qu'il y a un manque de cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Tout le monde sait aujourd'hui qu'en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo a un rôle important à jouer. Et sans son rôle, la cohésion sociale que nous sommes en train de rechercher, nous ne l'aurons pas. Et justement, vous êtes donc le président de l'UNG, je le disais, l'Union des Nouvelles Générations. Quel regard justement portez-vous sur le processus de réconciliation qui peine quand même à avancer en Côte d'Ivoire? Nous devons sortir des slogans. La réconciliation nationale doit être maintenant des actes. Il faut que les prisonniers politiques soient libérés. Il y a plus de 240 prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Il faut que les exilés rentrent en Côte d'Ivoire de façon sécurisée. Et il faut que nous organisons un dialogue politique inclusif pour que les Ivoiriens se retrouvent autour d'une table avec chaque acteur, y compris le président Laurent Gbagbo, pour pouvoir tourner définitivement la page de la crise, cette page sombre que notre pays a connue. Est-ce que justement le gouvernement actuel en fait suffisamment en ce sens ou vous pensez qu'il y a encore énormément de choses encore à mettre en place? Il y a encore énormément de choses à mettre en place. Et le gouvernement doit savoir que libérer Laurent Gbagbo n'est pas un acte contre la paix, mais c'est pour la paix. Je pense que le président Laurent Gbagbo, pour nous qui avons l'occasion de le voir très souvent, est un maillon essentiel. Il n'est pas un revanchard. Il est prêt à jouer sa partition pour que la Côte d'Ivoire puisse se retrouver parce qu'il a un amour fort pour son pays. Et justement, vous dites que vous avez pu voir un petit peu le président ivoirien. Dans quelles conditions vit-il aujourd'hui à la CPI? Quelles sont ses conditions de détention exactement? C'est un univers carcéral. Il est en prison, c'est une prison. Et je pense que la Côte d'Ivoire, l'Afrique, ne mérite pas d'avoir un homme comme Laurent Gbagbo dans ses liens de détention ici dans l'Occident. Et dans quel état d'esprit est-il? Il est comme je l'ai dit, il n'a pas l'esprit, ce n'est pas un revanchard. Son amour pour la Côte d'Ivoire est grand. Il pense que la Côte d'Ivoire doit tourner la page de cette crise, mais il pense que la Côte d'Ivoire doit se retrouver avec ses fils en Côte d'Ivoire pour pouvoir définitivement avancer. Et voilà pourquoi je lui dis que c'est un vecteur indispensable et chacun doit comprendre qu'il n'aura pas de réconciliation avec Laurent Gbagbo en prison. Il aura une réconciliation avec Laurent Gbagbo jouant sa partition. Alors, outre cette actualité, les Ivoiriens font face aujourd'hui à de nombreux défis dont la cherté de la vie. Les réponses apportées par le gouvernement sont-elles suffisantes au regard de la gravité de la situation? Je pense qu'il y a une crise économique en Côte d'Ivoire. Quand on nous parle souvent d'émergence, quand on nous parle souvent de croissance à 2 chiffres, cette croissance n'est pas ressentie par les populations. Donc, selon vous, c'est juste un chiffre? Pour moi, je pense que c'est plus des slogans. Quand on voit les étudiants dans les rues, quand on voit les fonctionnaires en grève, quand on voit les paysans qui pour la première fois sont en grève parce que le coût du cacao a chuté, n'est pas payé, je pense que la Côte d'Ivoire connaît plus, je dirais, de grands slogans qu'une véritable croissance. Merci beaucoup Stéphane Kipré. Donc, je rappelle que vous êtes le président de l'UNG, l'Union des Nouvelles Générations. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi. Merci. L'ex-président burkinabé Blaise Compaoré devant la justice ce 27 avril. Lui et les membres de son dernier gouvernement vont être jugés par contumace au tribunal de grande instance de Ouagadougou pour leur implication présumée dans la répression de l'insurrection populaire d'octobre 2014, dans laquelle 33 personnes ont péri en exil en Côte d'Ivoire, où il a acquis la nationalité. L'ancien président et ses hommes risquent la peine capitale.
Dans la présidence de la commission de l'UMOA, c'est le Niger qui gagne son bras de fer face au Sénégal avec la nomination d'Abdallah Boureima, ancien ministre des Finances, puis commissaire chargé de la fiscalité et des politiques. La nomination d'Abdallah Boureima ce lundi 10 avril avait des airs de plébiscite. Deogracias Podo. La commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine sera désormais présidée par le Nigérien Abdallah Boureima, désigné lundi 10 avril 2017 à Abidjan par les chefs d'État et de gouvernement de l'institution. Pour un mandat de 4 ans, il remplace l'ancien Premier ministre sénégalais Cheikh Hadjibou Soumaré en poste depuis 2010. Celui-ci avait annoncé sa démission fin 2016. Je suis honoré et flatté d'avoir été nommé à la tête de notre institution pour continuer à servir notre région. Nous allons nous revoir et nous entretenir plus longuement dans d'autres conditions pour que les décisions que les chefs d'État ont prises, nous puissions en faire le déroulé et comment est-ce que nous comptons honorer cette nouvelle feuille de route dessinée par les chefs d'État. Jusque-là, commissaire des politiques économiques et de la fiscalité de l'institution, Abdallah Boureima avait déjà occupé le poste de commissaire en charge du développement social et culturel en 2011. Désormais à la tête de l'institution sous-régionale, il aura la charge de poursuivre la dynamique de croissance économique que connaît cette zone monétaire. Nous sommes parvenus à faire en sorte que dans la plupart des cas, les indicateurs économiques au niveau de l'UMOA sont toujours supérieurs à la moyenne de l'Afrique et même souvent à la moyenne mondiale. Mais ça, il faut le concéder, il faut un travail de discipline permanent. Cette tâche-là, le nouveau président de la commission la connaît. Il sait ce qu'il doit faire pour qu'avec les nouveaux commissaires qui vont être nommés puissent impulser une nouvelle dynamique qui va faire en sorte que vraiment le remarquable travail accompli depuis 23 ans puisse se consolider et s'améliorer parce que le contexte international est toujours plus dur. Donc nous devons avoir une politique plus forte pour résister et pour promouvoir notre économie. Plusieurs autres décisions ont été prises à l'issue de cette session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UMOA à Abidjan. La plupart portent sur les défis de la rationalisation de la gestion des instances de l'Union en ce qui concerne notamment la taxe appliquée aux importations. À partir du 1er juillet 2017, le taux de prélèvement communautaire de solidarité passera de 1% à 0,8%. Les habitants de Dakar dénoncent régulièrement la pénurie d'eau potable. Les ressources locales, notamment depuis le lac de Guer, demeurent en effet insuffisantes. Comment faire face justement à cette pénurie dans la capitale sénégalaise? Quelle réponse de la part des autorités? Élément de réponse dans ce reportage, Adelhadj Ndiaye. L'usine de dessalement de l'eau de mer qui doit être implantée sur ce site des Mamelles de Dakar devrait améliorer l'approvisionnement de la capitale sénégalaise en eau potable avec une production de 50 000 mètres cubes par jour extensible à 100 000. La panne de l'usine de Keur Momar-Sarr qui avait provoqué une pénurie d'eau pendant 2 semaines en 2013 à Dakar a amené les autorités à mettre en place cette usine. L'usine de dessalement constitue une réponse fiable, crédible pour non seulement diversifier les sources de production, mais aussi venir apporter et sécuriser l'approvisionnement en eau de Dakar. Ça vient également, disons, conforter la stratégie aussi du ministère de la SONES de sauvegarder les ressources en eau souterraine qui sont surexploitées et qui subissent également des menaces de pollution. Le dessalement, selon les acteurs, est une option stratégique pour la sécurisation de l'approvisionnement en eau potable de la capitale. Une continuité du service même en cas de dysfonctionnement des usines du lac de Guer et des forages du littoral. Cependant, pour certains, l'usine de dessalement d'eau de mer aux Mamelles aura un impact négatif sur les écosystèmes. Nous ne pouvons pas partager cet avis en raison de l'ensemble des études que nous avons eu à mener pour pouvoir circonscrire les impacts du projet. Ces études ont consisté d'abord, dans un premier temps, à faire des mesures sur une période d'une année au niveau du milieu marin pour relever la profondeur du milieu marin, la qualité de l'eau, les paramètres physico-chimiques, mais également les paramètres liés à la courantologie.
La première usine de dessalement de l'eau de mer du Sénégal va coûter 135 milliards de francs CFA. Le démarrage des travaux est prévu au mois de janvier 2018 et la fin en 2021. L'amélioration de la disponibilité de l'eau 24 heures sur 24, de même que la réduction du volume d'eau non facturé de 27% à 20% sont aussi prévus avec ce projet. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.